Vous êtes toujours sur Rwanda Télévision, la chaîne nationale rwandaise. La suite le temps national, régional et international reste marqué par la crise à l'est de la République démocratique du Congo, l'actualité. Il y a également cette tribune publiée dans un journal en France intitulée « Crise en République démocratique du Congo ». Il faut regarder la situation en face. Pour un peu décrypter cette tribune, nous avons l'immense plaisir de recevoir le professeur Vincent Duclerc, historien, chercheur titulaire au CEPRA. Bienvenue à vous donc, professeur Duclerc. Bonjour Patrick Nériel-Dandy. Voilà, l'actualité régionale reste marquée par la crise à l'est de la République démocratique du Congo, avec donc l'actualité récente, hein, les chutes des villes de Goma et Bukavu entre les mains de la rébellion du M23. Il y a également cette actualité où on voit des grands pays s'élever comme un seul homme contre le Rwanda, sans pour autant chercher à connaître l'historique même de ce conflit. Et dans votre tribune, vous êtes revenu en détail sur ce qui s'est passé depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui dans la région de Grand Lac, plus précisément au Rwanda notamment. Et vous avez mentionné, je vous cite, « Il est stupéfiant de voir tant d'analyses s'enfermer dans une stigmatisation exclusive du petit Rwanda, alors que certaines réalités devraient être interrogées. » Qu'est-ce qui a motivé votre intervention? Je rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous avez publié cette tribune avec d'autres chercheurs, historiens et également journalistes basés en France. Oui, merci. Alors, cette tribune, nous voulions la concevoir, l'écrire collectivement et la publier. Et donc, on remercie le journal Libération, qui est un grand journal, un grand quotidien français, de l'avoir publié. Parce que, effectivement, elle intervient contre une situation médiatique, une situation politique aussi, dans le monde, visant à accabler de toutes les responsabilités, de tous les maux, le Rwanda dans la crise en RDC, dans la crise au sud et nord Kivu. Et ça nous a paru effectivement extrêmement faux d'accabler ainsi le Rwanda sans considérer, au fond, la situation historique, depuis, je dirais, avant même le génocide des Tutsis, et puis aussi la manière dont la situation présente est décrite comme s'il y aurait une équivalence entre les atrocités imputées au M23, on peut y revenir, elles sont largement, surestimées et fantasmées, donc équivalence entre les atrocités qu'aurait commis le M23 et puis les atrocités, là, bien plus fortes, bien plus réelles, commises par les milices patriotiques, par les FDLR, par l'armée congolaise. Et donc là, il y a quand même des faits de vérité qu'il faut rétablir, et nous avons souhaité les rétablir dans cette tribune effectivement collective, associant des historiens, Stéphane Douarouzeau, Hélène Dumas, Florent Piton, Marcel Kabanda, mais aussi, des écrivains, Boris Boubacar Diop, mais aussi des journalistes très connus, Patrick de Saint-Exupéry, Jean-François Dupaquier, et puis des militants, des personnes qui œuvrent pour la justice qui est si importante, aujourd'hui, en particulier. Donc j'ai le plaisir de citer Alain Gauthier qui préside le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Oui, donc vous avez mentionné ces raccourcis, dans la région où on veut présenter cette situation comme une agression des Tutsis rwandais contre le Congo en voulant imposer cette thèse. Alors, donc qu'on soit bien clair, et là je m'adresse d'abord à la société rwandaise, dont une bonne partie est formée de jeunes qui, heureusement pour eux, en fait, n'ont pas connu le génocide perpétré contre les Tutsis. Et en fait,
fond, le point de départ, je crois, c'est la haine anti-Tutsi dans les années 1990, qui était extrêmement vive, je veux dire, au Rwanda, puisque c'était vraiment le ressort du projet génocidaire du régime Habyarimana et des extrémistes Hutus, mais aussi cette haine anti-Tutsi, elle existait au Burundi, elle existait dans le Zaïre, le Congo s'appelait à l'époque le Zaïre. Et déjà, effectivement, il y a des menaces très fortes contre les Tutsis congolais, contre les Congolais rwandophones qui sont, par une espèce de mécanique totalement primaire, associés forcément à des Tutsis, et contre des populations comme les Banyamulenge, qui sont depuis de très nombreuses années en fait installées donc au Kivu, et donc une violence qui existait contre les Tutsis congolais. Du reste, il faut se souvenir qu'avant le génocide des Tutsis, le régime Habyarimana et le régime Mobutu étaient alliés, et alliés dans, au fond, cette obsession raciale, alors même que ni, je veux dire, au Rwanda, ni, je veux dire, au Congo, au Zaïre, il y a effectivement un tribalisme des ethnies, ce sont d'abord des nations. Et ça, c'est important à souligner parce que le génocide des Tutsis va donc faire 1 million de morts, comme on le sait, en 100 jours, va pouvoir être arrêté par l'offensive des troupes armées du FPR, commandée par le général Kagame. Ça, il faut le souligner aussi. Je veux dire, le FPR arrête le génocide, effectivement, au moment où il est très avancé. Mais il y a cette action décisive. Et en fait, plutôt que d'avoir, je veux dire, une neutralisation des génocidaires qui fuient vers la zone française, turquoise, puisque la France intervient à partir du 22 juin 1994 au sud-ouest du Rwanda, la zone turquoise, Paris, donc l'autorité politique, c'est ce que nous avons démontré dans notre rapport de 2021, ainsi que le rapport Muse, demandé par le gouvernement rwandais, Paris oblige les militaires français à laisser passer les génocidaires, c'est-à-dire à la fois les milices, la garde présidentielle, la gendarmerie rwandaise, les forces armées, et en fait, avec aussi énormément de tueurs qui convergeaient vers la zone turquoise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez des dizaines de milliers de génocidaires qui s'installent au Kivu et qui commencent immédiatement à massacrer les Tutsis congolais, en voulant également reprendre l'offensive contre le Rwanda et, ce qu'on dit effectivement, finir le travail, c'est-à-dire terminer le génocide contre les Tutsis. Donc il est tout à fait légitime que le Rwanda, sorti du génocide, gouverné par les vainqueurs du régime génocidaire, c'est-à-dire en particulier le FPR, mais pas seulement, se protège. Et donc, il y a des opérations pour tenter d'empêcher ces génocidaires, qui vont se regrouper ensuite sous le terme, effectivement, de force démocratique de la libération du Rwanda, ce qui n'a absolument rien de démocratique, c'est finir le génocide. Et donc, on a là vraiment, si vous voulez, le point de départ. Le point de départ, c'est vraiment le moment où tous ces génocidaires se retrouvent donc au Congo, au Kivu, et entreprennent, je veux dire, de poursuivre le génocide, soit contre les Tutsis congolais, ou ceux qui apparaissent comme des Tutsis, mais aussi contre le Rwanda lui-même. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est on est en ligne directe avec le génocide des Tutsis. Et c'est pour cette raison que l'on fait cette tribune, pour rappeler en fait la profondeur historique de la situation et comprendre aussi qu'il y a, je veux dire, une urgence à protéger les Tutsis du Congo, ainsi que le Rwanda lui-même. Il y a un point important, si vous permettez, Vincent Duclercq. Vous êtes historien, vous connaissez l'histoire de Grand Lac et du Rwanda particulièrement. Il y a un fait important qu'il faut signaler, les leçons que la puissance coloniale, la Belgique, qui est un acteur majeur dans cette situation, qui est responsable de la situation actuelle dans la région.
l'ancien Congo, Rwanda, Burundi était une propriété de la Belgique, et c'est la Belgique qui a participé notamment à la tracée des frontières actuelles où de nombreux Rwandais se sont retrouvés dans d'autres pays, notamment la RDC. Vous l'avez évoqué, les Banyamulenge et d'autres populations rwandophones qui se sont retrouvées dans les Massissi, dans le Rutshuru. Et c'est la même puissance coloniale aujourd'hui qui donne des leçons, qui veut une réécriture de cette histoire que pourtant elle maîtrise parfaitement. Vous, en tant qu'historien, comment appréhendez-vous la situation actuelle ? Alors, ce que vous avez dit est tout à fait juste, hein, effectivement. C'est vrai qu'il se trouve que, donc, au Zaïre, aujourd'hui RDC, et donc il y a beaucoup, effectivement, de Tutsis qui, en fait, appartenaient à ce grand ensemble, hein, donc vous avez décrit de la colonisation belge. En fait, dire avant même le génocide contre les Tutsis du Rwanda, et surtout après, eh bien, toutes ces populations qui sont en fait assignées à une race Tutsi, parce que en fait, les Congolais rwandophones ne sont pas nécessairement Tutsis, et puis de toute façon, on le sait bien, c'est quand même des constructions coloniales qui, en réalité, finalement, ne pèsent pas, je vais dire, de manière objective. Mais il y a ces représentations qui font que le Tutsi congolais, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est l'infiltré. On le voit, tout le discours des milices patriotiques, hein, donc des Vasalendo, c'est effectivement de répéter au fond ce que nous, historiens, on a vu contre les Tutsis du Rwanda et qui a été la mécanique du génocide. Donc c'est ça ce qu'il faut dire. Je pense que en fait ce qui se passe au Kivu, eh bien c'est la poursuite du génocide, d'où effectivement la nécessité pour le M23, qui est un groupe de lutte armée politique, hein, bon, effectivement qui défend les Tutsis, mais qui vise aussi à, je veux dire, s'imposer à Kinshasa pour que le pouvoir de Kinshasa se comporte de manière légale, de manière pacifique, et non pas comme une sorte de gouvernement par les milices et pour les milices. Hein. Donc c'est un groupe de lutte armée qui, on le sait aujourd'hui, reçoit le soutien du Rwanda, mais on est effectivement dans, si vous voulez, une situation d'urgence très forte pour le Rwanda, et accabler le Rwanda, comme le fait la communauté internationale, comme le font de nombreux dirigeants de pays européens, dont la Belgique on les a mentionnés, les opinions publiques, tout ça effectivement est d'abord profondément injuste pour l'action du Rwanda, mais aussi profondément, je dirais, négationniste de l'histoire elle-même. Et notre tribune, nous avons voulu effectivement la publier, la publier, pour dire cela et pour qu'on revienne à l'histoire. Parce que si on ne revient pas à l'histoire, on ne comprendra jamais la situation actuelle et on ne pourra pas la résoudre. Parce qu'effectivement, il y a des solutions pour résoudre ce qui se passe aujourd'hui au Kivu et pour faire en sorte que les souffrances des civils cessent. En effet, toujours dans la région, il y a le président de la RDC, Félix Tshisekedi, certains membres de son gouvernement qui n'hésitent pas à prononcer des discours de haine contre anti-Tutsi. Et on voit certaines populations qui suivent à la trace ce genre de discours. Il y a les forces FDLR également qui persécutent ces populations sur les collines en RDC. Et comment expliquer ces silences de la communauté internationale face à cette situation qu'on peut qualifier d'un génocide? Alors, on est en tout cas dans des mécanismes effectivement génocidaires, puisque sont stigmatisés
par le pouvoir donc de Kinshasa, eh bien, un groupe de population, c'est-à-dire les Tutsis. Et finalement, on enveloppe, bon, Tutsis congolais, Tutsis rwandais, c'est l'ennemi absolu, c'est l'ennemi. Hein. C'est exactement, enfin, je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé sous le régime donc du Juvénal Habyarimana avant le génocide, où l'ennemi, c'était le Tutsi qu'il fallait exterminer. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que le Tutsi du Rwanda a été exterminé. Donc, il faut que les leçons de l'histoire servent. Et elles doivent servir pour la situation actuelle. Il y a, je veux dire, on ne peut pas faire l'équivalence entre l'action du M23 et effectivement certaines bavures, mais qu'il faut, je veux dire, réprimer, même pénalement, hein, comme le président, enfin, le général Kagame avait, je veux dire, fait juger des membres du FPR qui avaient commis des actes de vengeance, je veux dire, au moment de la campagne contre le génocide, hein, d'avril-juillet 1994. Donc ça, je veux dire, ces bavures du M23, il faut effectivement qu'elles soient constatées et réprimées, mais ce n'est rien face à l'extrême violence des troupes congolaises, des milices, des FDLR. Et là, je veux dire, c'est documenté et ça s'inscrit aussi dans une haine globale contre tout ce qui peut apparaître comme Tutsi, y compris, je veux dire, des Congolais rwandophones qui parlent le rwandais et qui, je veux dire, appartiennent au Congo. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, la RDC est sous le contrôle de cette extrême violence des milices et de ce discours, de haine contre des minorités désignées. Et donc c'est pour cela, effectivement, qu'il faut repenser la crise au Congo. Il faut regarder la situation en face et comprendre que, finalement, cette situation est effectivement terrible pour les populations civiles, ça, on l'entend bien, mais les violences extrêmes contre les populations civiles ne relèvent pas, ou relèvent vraiment de manière minimale, du M23. Il faut se tourner vers les assaillants qui, et je le répète, et c'est très intéressant, les forces armées congolaises et toutes les milices, tout ce qui gravite autour effectivement de ces combattants, en fait, je veux dire, opèrent d'abord contre des populations. Je veux dire, on l'a bien vu, sont incapables de livrer des combats contre le M23. Et donc finalement, parce qu'elles sont en déroute, elles se vengent de manière atroce sur des civils totalement innocents. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut effectivement rappeler et cesser, je veux dire, de considérer que le Rwanda mène une guerre d'agression et une guerre d'extermination contre les Congolais. Non, effectivement, le problème du Congo, c'est d'abord le problème du gouvernement de Kinshasa et de l'impossibilité d'établir un état de droit et de lancer des négociations avec le M23, avec l'ensemble, je veux dire, des pays des Grands Lacs, parce que ces pays des Grands Lacs peuvent et doivent vivre en paix. Nous allons bientôt conclure cet entretien avec la conclusion même de cette tribune que vous avez publiée avec d'autres chercheurs, journalistes. Vous écrivez « Le génocide des Tutsis du Rwanda est ainsi relativisé, oublié et même nié. Qu'ils soient qualifiés des rwandophones ou des swahiliphones, ce sont bien les Tutsis qui sont menacés d'extermination à Kinshasa et ailleurs en RDC, comme l'a récemment rappelé les évêques du pays dans le communiqué, s'alarmant de la multiplication des lynchages contre des supposés Rwandais, en réalité des Tutsis congolais persécutés en raison de leur fascie. Comme en 1994, notre devoir est d'alerter le public sur l'aveuglement qui conduit à ignorer cette montée des périls. J'écoute votre commentaire sur cela. Oui, on a été très solennel. Je veux dire, travaillant sur
dire, le processus génocidaire et la phase paroxystique de la destruction des Tutsis du Rwanda entre avril et juillet 1994, nous voyons effectivement combien, au fond, ces mêmes mécanismes sont à l'œuvre, je veux dire, au Congo, contre les Tutsis congolais et aussi contre les Tutsis rwandais, puisque l'objectif, c'est aussi de finir le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, on est effectivement dans une situation, je veux dire, de menace génocidaire globale, et c'est pour cela effectivement que on doit mesurer et finalement comprendre les raisons pour lesquelles le M23 se bat. Le M23 se bat, je veux dire, si on prend les communiqués du M23, si on prend aussi les communiqués du gouvernement rwandais, il n'y a pas de haine, je veux dire, anti-congolaise. Hein. Je veux dire, il y a le constat de l'incapacité, de la corruption du régime de Kinshasa, mais on n'est pas effectivement dans un processus de génocide du Rwanda contre le Congo. Effectivement, on a... tout ça est martelé sur des réseaux sociaux, par des articles, y compris malheureusement de journaux sérieux, mais encore une fois, nous avons voulu faire cette tribune pour dire que la connaissance historique, que la connaissance du terrain, eh bien, imposait de regarder la situation en face et de voir qu'il y a l'urgence, en fait, de défendre ces populations menacées, je veux dire, d'extermination au Kivu. Et là, effectivement, on comprend mieux pourquoi il y a l'action du M23 et pourquoi, logiquement, eh bien, le Rwanda soutient le M23. Tout cela, effectivement, va dans le bon sens, mais connaissant effectivement l'action du Rwanda, connaissant aussi la volonté du Rwanda, effectivement, d'aller vers la justice, d'aller vers la paix, je veux dire, ces opérations pourront mener, nous l'espérons effectivement, à une situation ensuite de négociation et de mise en sécurité de toutes ces populations. C'est ça l'objectif. Je veux dire, les Grands Lacs ont suffisamment souffert, je veux dire, des massacres de populations dans le cadre de ces processus génocidaires. Il faut que ça cesse. Et notre tribune, c'est aussi un cri d'alarme pour qu'on comprenne effectivement la gravité en fait de ce qui se joue et de cesser effectivement de considérer que le Rwanda est la cause, effectivement, de ces violences.